Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. En politique provinciale, cette semaine, je reçois la députée du Parti québécois dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Mme Joanne Moras. Madame Moras, bonsoir. Bonsoir. Madame Moras, on est aujourd'hui, l'émission est enregistrée le 16 septembre, vient de tomber sur les fils de presse Temlam, une très, très mauvaise nouvelle que nous avons, que tout le monde a vu ces dernières heures. Temlam qui est en faillite. C'est une nouvelle catastrophique. On croyait que Temlam avait emprunté la voie là, de la transformation à valeur ajoutée avec le LVL qu'on fabriquait à Amos et également à Ville-Marie. Amos, c'est une toute nouvelle usine, des millions d'investissements. Et aujourd'hui, on apprend que Tembec a laissé sur le carreau, comme on dit. Voilà. Des centaines d'emplois. En région, 200 emplois qui seront affectés. Quand on parle, Mme Moras, d'une nouvelle de même, on sait que, bon, autant du côté de Nord-Bord que du côté de Tembec, Bowater, on peut toutes les nommer, les entreprises forestières, on ferme une industrie pour 3 semaines, un mois et demi environ. On ouvre l'industrie après, comme je disais, là, 1 mois et demi, 2 mois. On en ferme une autre. On joue un peu de même avec les CAF, etc., etc. Bon. Mais Temlam, ce n'est pas ça. Temlam, c'est la faillite, c'est la fermeture. Voilà, mais c'est pas en lien. Les autres fermetures, c'est en lien avec un manque d'approvisionnement. Oui, exactement. Pour ce qui est de Temlam, c'est pas le cas. Temlam avait ses approvisionnements. C'est plutôt la conjoncture. Là. On sait que la construction au niveau des États-Unis, ça a pris une chute, c'est en chute libre présentement. Et plus ça va, plus ça empire, parce que là, c'est les banques maintenant qui finançaient les prêts hypothécaires là, qui tombent toutes une après les autres. Donc, le contexte a fait que des entreprises comme Tembec, qui tentaient de tenir bon, dans l'espoir d'avoir un regain au niveau de l'économie forestière. On espérait qu'au mois de janvier 2009, là, les choses étaient pour reprendre, mais dans la lunette, là, ça augure mal. Alors, dans ce contexte-là, une entreprise comme Tembec qui œuvre à la fois dans la commodité, comme les pâtes et le bois d'œuvre, et également dans la transformation, comme le LVL et Jaguar, qui était son entreprise distributrice, là, qui fabriquait des poutrelles, qui, eux, sont dans la valeur ajoutée. Donc, c'est une décision d'entreprise qui fait mal, parce qu'on a décidé de laisser aller le bout valeur ajoutée pour se concentrer sur la pâte. C'est donc dire que c'est environ quelques 200 emplois qui se perdent en Abitibi-Témiscamingue. Oui, mais il ne faudrait pas baisser les bras parce que ce sont deux belles usines qui sont vouées à un avenir prometteur. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la pertinence ou l'avenir du produit que l'on y fabrique là, qui est remis en cause. C'est Tembec qui battait de l'aile depuis un bon bout de temps, qui a dû prendre une décision d'entreprise. Mais là, il ne faudrait pas que le gouvernement laisse pour compte les employés là, de Ville-Marie et d'Amos. Il y a même, à Ville-Marie, les employés ont proposé de racheter l'usine. Moi, j'espère, parce que vous savez que Temlam est également en copropriété avec la Société générale de financement, qui vous appartient à vous, à moi, ça appartient à tous les Québécoises et tous les Québécois. Donc, ça serait une avenue à regarder de façon très, très concrète pour pouvoir avoir un accompagnement de ces travailleurs-là qui se proposent. Là, il y a une usine Temlam qui est dans le comté de M. Gendron. Il y a une usine Temlam qui est dans votre comté actuellement. Bon, je ne veux pas me faire prophète de malheur, là, loin de là. Sauf que dans la position où vous êtes, vous, aujourd'hui, et que M. Gendron est également, qu'est-ce que Joanne Moras et François Gendron peuvent faire pour essayer d'au moins sauver Temlam? Ou est-ce qu'il y a des choses à faire? Quelle est la part du gouvernement directement là, c'est ça, dans c'est ce que je vous dis. La part du gouvernement, elle est déjà très présente. Elle a
des parts très importantes, la Société générale de financement. Donc, il ne faudrait pas laisser en plan ces entreprises-là. Il faudrait peut-être regarder très rapidement, là, de s'asseoir avec, pour ma part, là, à Ville-Marie, là, les employés proposent de racheter. Donc, il faudrait regarder cette solution-là très sérieusement. Puis peut-être les accompagner avec le Fonds des travailleurs du Québec. On a besoin de cash pour pouvoir repartir cette usine-là et la maintenir même en période adverse comme on vit présentement. En terminant sur ce dossier-là, parce qu'on a beaucoup d'autres choses aussi à parler, Mme Morès, mais en terminant, vous partez pour Québec, M. Gendron aussi. Quelles seront les priorités pour Joanne Morès et François Gendron à leur arrivée à Québec? Est-ce que c'est une rencontre avec le ministre? C'est quoi exactement? Pour vous autres là, qui pressent dans ce dossier? Mais en quelque part, nous, il faut rencontrer les travailleurs, il faut rencontrer la compagnie, il faut rencontrer le gouvernement. Pour avoir leur plan là, précis effectivement, à savoir. parce que nous, à titre de député, on est porteurs de dossiers, mais également, il faut être capable d'offrir certaines solutions qui pourraient venir à la rescousse là, de ces gens-là là, qui vont tous perdre leur emploi, ou à tout le moins, on espère qu'elles puissent être rachetées par si ce n'est pas par les employés, ça peut être par d'autres qui pourront reprendre rapidement la production pour pouvoir... parce que dans Ville-Marie, on ne se le cachera pas, c'est la plus grosse usine, une centaine d'employés. C'est sûr. Puis Amos, quand même. Amos, c'est tout aussi semblable. C'est pas des villes mono-industrielles. Non, mais quand même, quand dans une ville comme Amos ou dans une ville comme Ville-Marie, on ne peut pas se permettre de faire 100 mises à pied sans avoir une conséquence tragique à ce moment-là. Non, puis surtout, il y avait une piste de développement au niveau de Ville-Marie. On avait même proposé au gouvernement, parce que présentement, le même produit est fabriqué à Ville-Marie et à Amos. Et on voyait dans notre lunette que pour ne pas qu'une ferme au détriment de l'autre, parce qu'on se coupait l'herbe sous le pied, là, on se compétitionnait une l'autre. Il y avait même un projet de pouvoir passer d'un produit de 2 pouces là, de LVL et de fabriquer du 3 pouces et demi. Les études ont été faites. Il manquait que des investissements pour pouvoir modifier un peu les presses ou quelque chose du genre. Et c'était pas faramineux comme investissement. Tout au plus, même pas 1 million, pour pouvoir relancer cette usine-là avec un produit différent qui occupait un autre marché, puis pour lequel on faisait usage de matières premières peu ou pas utilisées, comme le pain rouge ou... qui est moins utilisé. Donc, c'était un plan d'affaires tout à fait valable et prometteur. Mais là, c'est pas parce que le projet n'avait pas d'allure, c'est parce que le Tembec, qui est le détenteur, bat de l'aile. Tout ce que l'on souhaite et que l'on espère, c'est qu'il y ait d'autres industries ou peu importe qui repartent les usines de Temlem parce que ça serait vraiment excessivement malheureux. Oui, puis vous pouvez compter qu'on va travailler fort pour qu'on puisse trouver une solution gagnante avec les travailleurs, avec les communautés, avec le gouvernement pour ne pas les laisser en plan. C'est excessivement important. Oui. Madame Morès, la session va ouvrir dans quelques semaines. Quelle sorte de session on peut s'attendre à l'aube de l'automne 2008? Bien, une session, si c'est tout aussi tranquille que le gouvernement Charest est présentement, là, on espère pouvoir avoir des agissements concrets de la part de ce gouvernement-là. Puis tout ce qu'on a eu depuis sa rentrée depuis 2007, là, on a eu des annonces. Exemple, les annonces pour ce qui est des constructions des chemins. La région de l'Abitibi-Témiscamingue a eu 44 millions de promesses de construction de chemins. Où en sommes-nous rendus avec nos chantiers de cette année? On est loin du 44 millions. Juste un exemple, la 101 qui est entre Rouen et Macamic, c'était censé être revampé. Il y avait Glacière et Palmarol qui étaient reportés. Non, mais là, tout le monde était... Mais du côté du gouvernement, on dit, bien, c'est le ministère des Transports qui n'était pas prêt, etc. Mon Dieu, toutes les raisons. Je pourrais vous défiler tous les programmes pour lesquels on a eu des annonces faramineuses. Tout le monde était content de ces annonces, mais... Ils utilisent ce même subterfuge. On annonce un paquet beaucoup d'argent,
Puis après ça, quand on gratte un peu, on n'arrive pas à le dépenser pour toutes sortes de raisons. Madame Moras, prenez votre auto et allez faire un tour Montréal, Québec, etc. Puis les chantiers. Ah, là, des chantiers, de construction, c'est terrible comment il y en a. Là, effectivement. Donc, vous ne viendrez pas me faire croire que c'est parce que le ministère des Transports n'était pas prêt, là. C'est pas ça du tout. Dans la route, en tout cas, du côté de M. Gendron, dans la section de La Sarre, Palmarol, apparemment, le ministère des Transports, il y a eu des demandes de contrats qui étaient beaucoup trop élevées, etc. Trop élevés. Plus élevés que quoi? Je veux dire, toutes les raisons sont bonnes. Je peux vous nommer d'autres programmes. C'est toujours la même histoire. On disponibilise de l'argent. Par contre, pour y avoir accès, il y a toutes sortes de raisons qui font en sorte que l'argent n'est pas dépensé. Une chose, Mme Moras. Si on regarde l'ensemble du gouvernement, au moment où l'on se parle, tout le monde est calme. Tout le monde, du côté du Parti libéral, M. Charest est retiré. On le voit pas, fait presque pas de sortie. Il fait pas de bruit. Donc, entre parenthèses, il se met pas les pieds d'un plat. Effectivement. Sa cote de popularité est rendue à 62 %. Il a repris du poil de la bête énormément du côté de la région de Québec. L'ADQ est à son plus bas, à 17 % ou quelques. Mais les mécontents de l'ADQ ne sont pas allés du côté du Parti québécois. Ça a été du côté des libéraux. En général, qu'est-ce qui se passe avec le parti? Parce que votre chef, Mme Marois, elle est silencieuse aussi. Elle fait une petite sortie avec les... Non, mais avant avec Mme Noé. Mais parce qu'elle fait une petite sortie bien mal faite, mal politisée, et vous en serez d'accord, la sortie des drapeaux aux Jeux olympiques, là, elle s'est mis les pieds dans la bouche un petit peu, les pieds dans la bouche avec ça. Là, je ne veux pas embarquer là-dedans, sauf que Mme Marois, depuis le printemps passé, elle est retirée, elle aussi. On dirait que tout est au neutre en politique au Québec. Je ne suis pas d'accord en disant qu'elle est au neutre. Ah, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Si vous saviez qu'avant son incident là, d'une crise d'appendicite, cette femme-là est partout. C'est une bombe d'énergie. Moi, je sais pas où elle prend toute sa vitalité pour pouvoir divulguer notre projet de société, de souveraineté. Puis elle y croit et elle est capable de convaincre et de nous amener. Mais d'autre part, je vais reprendre vos mots. Vous disiez que le gouvernement libéral fait rien, voire même dort au gaz. Il était silencieux. Oui, il était silencieux. Parce que quand il fait quelque chose, lui, c'est un gaffeur par excellence. Là. À chaque fois qu'il a fait des choses, Mont Offord ou nommez-le, ça a été une série de gaffes qui ont fait en sorte qu'en 2007, d'habitude, quand on est dans un deuxième mandat de gouvernement, d'habitude, c'est là qu'on en prend des forces. Et il aurait été censé être avoir beaucoup plus de votes, mais non, c'est les adéquistes qui étaient mécontents de ces gaffes à multiplication. Mais là, il a compris que quand il faisait quelque chose, c'était pas à son avantage, il faisait tout croche. Donc là, il fait rien. Mais combien longtemps un gouvernement peut-il tenir à ne rien faire? Il est là pour gouverner, le gouvernement. Puis là, c'est pas ça qu'il fait. Moi, c'est pour ça, c'est comme dans une maison, là, si vous faites pas des travaux pour que la maison soit confortable. Mais M. Charest s'en tire vraiment bien quand même avec le genre de gouvernement pour le temps qui court. Parce que là, on va rentrer en session, puis là, il y a des choses. La forêt, tout nous tombe sur la tête, vous voyez. Oui, là. mais seulement il fait rien au niveau de... Je pense que vous serez d'accord là, avec moi que là, on s'en va en élection au fédéral, le 14 octobre. Oui. Et puis, d'après là, les spécialistes en politique, il y aurait possiblement une élection provinciale le printemps prochain. Fort probablement. Oui, mais les probabilités, il n'y a personne qui a une boule de cristal. Ça va aller. Exactement. Mais sauf que M. Charest, lui, il est un petit peu pressé d'en déclencher parce que là, son gouvernement est en tête partout. Le Parti québécois stagne et le Parti adéquiste est à son plus bas. Oui, mais lorsque les gens vont réaliser toute l'implication de son inaction. Un autre exemple qui nous frappe durement, ce sont les garderies. Savez-vous combien de places en garderie vous avez eu dans votre comté? Je pense que vous en avez eu une. Nous autres, on en a eu 4. Puis je pense qu'Alexis en a eu une aussi. Mais il y en a 18 000 qui 18 000 vont rentrer. Là. Dans 2 ans. Mais oui. ce qui va rentrer d'ici la fin 2008, là, Val-d'Or en a eu, Abitibi-Est en a eu une. En tout cas, ça se compte sur les doigts d'une main.
C'est absolument ridicule, mais on gonfle le nombre. On dit 18 000 d'ici 2 ans dans la province de Québec, puis on va toutes les mettre probablement dans les comtés libéraux. Ou une bonne majorité, là, c'est ce qui avait sorti dans les journaux, là, on avait dénoncé cet état de fait. Donc, ça, quand les gens vont commencer à réaliser que ce sont des annonces, puis vous remarquerez bien, la plupart de leurs annonces, là, ils les font sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ce sont des montants fabuleux qui sont annoncés, mais quand on les remet sur... Parce que là, les besoins en garderie, on vit un boom minier en Abitibi-Témiscamingue, là. Les places en garderie, on en a besoin. Tous ces professionnels, ces travailleurs qui arrivent en région, ils vont se déplacer vers une région où on offre des services intéressants. Au niveau de la santé... Madame Morès, moi, c'est parce que j'ai de la misère avec une chose, moi, peut-être que vous êtes capable de me l'expliquer, mais on a critiqué la performance du Parti québécois sous André Boisclair avec 28 des votes, où c'était le vote le plus bas du Parti québécois depuis presque son existence. Puis, il faisait face là, à un tsunami terrible de Mario Dumont. Puis, aujourd'hui, on regarde ça, puis vous êtes à 31 c'est pas beaucoup plus que 28 Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là, qu'on voit là, la différence là, entre 28 et 31 Vous êtes quasiment aussi bas que lors de l'élection où M. André Boisclair s'est fait carrément montrer la porte parce que ça ne marchait pas. Vous étiez à 28 vous êtes justement à 31 Et le parti Adéquis, lui, est à 17 donc il a perdu énormément. Ça a été tout gagné par les libéraux à ce moment-là. Mais là, on parle de sondage. Oui, c'est sûr qu'on parle de sondage. Là, on pourrait être ici encore demain puis de parler de sondage. Ce sont des prévisions, des pronostics. Donc, c'est votre opinion vaut la mienne comme celle d'un autre, là, parce que ce sont des sondages. Sondages, là, on va sonder ce qui se passe à un moment donné. S'il y a eu, comme vous le dites, une inaction qui n'a pas déplu au peuple québécois de la part du gouvernement, les sondages transcriront cette réalité-là. Mais par contre, si on était plongé en élection prochainement, là, il faudrait que tout le monde étale sur la table ses réalisations. Puis M. Charest aurait de la difficulté à trouver des réalisations qui passeraient la rampe au niveau de ce qu'il avait promis aux gens, parce qu'il est allé chercher des transferts fédéraux d'au-delà de 3 milliards de dollars qui avaient été promis qui avaient été pensés et réfléchis au niveau de la santé et de l'éducation. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il l'a donné en réduction d'impôts. Qui paye de l'impôt au Québec? Des gens qui ont suffisamment d'argent. Les 40 les 40 de gens qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ne sont pas assez riches, pensez-vous qu'ils ont trouvé ça drôle, vous, que l'argent qui était voué pour leur donner des meilleurs services au niveau de l'éducation et au niveau de la santé? On ne l'a pas compris. On ne l'a pas compris. Mais ça, il va falloir qu'ils rendent des comptes à un moment donné. Je suis d'accord avec vous. Au grand rendez-vous d'une élection, on saura bien lui rappeler. On se demande encore aujourd'hui le 950 millions, ou à peu près, qu'il y a eu le fédéral qui a dit, moi, je m'en vais faire des baisses d'impôts avec. Ça n'a pas paru pantoute, ou à peu près pas. Tout le monde est d'accord avec ça. Très peu, c'est ça. Très peu, qu'il aurait pu prendre ce presque 1 milliard-là et puis le mettre dans l'éducation, dans la santé, en tout cas. Il aurait pu le mettre partout, là. C'est pas il aurait pu le mettre, il fallait qu'il le mette là. C'était nécessaire pour pouvoir maintenir en place nos services de santé et d'éducation, puis c'est pas ça qu'il a fait. Donc, c'est la plupart du temps l'électorat mieux nanti qui en a bénéficié, qui est la classe libérale. Madame Morès, on va prendre un autre dossier, Hydro-Québec. Une 7e hausse en 5 ans. C'est 17 d'augmentation au cours des 4 dernières années. Et puis quand on pense que pendant la même période, le taux d'inflation a été de 11 donc les hausses d'Hydro-Québec ont été de 6 supérieures au taux d'inflation. J'aimerais avoir vos commentaires sur ça. C'est une autre chose pour laquelle il faudra qu'il rende des comptes, parce qu'il avait dit qu'il ne montrait pas les taux d'Hydro-Québec, mais aux 4 mois, on a quasiment une augmentation. Donc, il prend cette entreprise d'État-là, qui est Hydro-Québec, pour pouvoir financer ces mauvaises décisions. Mais ça ne parce qu'il a fallu qu'il le prenne en quelque part, mais cet argent-là. Ça ne serait pas dû l'inaction du Parti québécois qui a été pendant 4 ans à ne pas donner aucune hausse à Hydro-Québec. C'est ça que l'on ressent là, aujourd'hui.
Aucune hausse. Aucune hausse. Là, en 4 ans, des taux de Hydro-Québec qui ont été mais avait-il matière de passer à presque doubler le taux d'inflation? Moi, je pense qu'il y aurait eu une juste mesure entre les deux. Je recevais M. Gendron ici il y a quelques semaines. M. Gendron, lui, a dit, oui, ça peut être, on peut être responsable un peu de ça parce qu'on on n'a pas voulu faire de hausse à Hydro-Québec pendant 4 ans au moins. Donc, on en paye une partie là, ici. À ce moment-là. Bien, une partie. Comme je vous dis, je pense qu'on a exagéré l'autre bout, mais on a exagéré pour pouvoir financer quelque chose pour lequel on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens d'avoir une baisse d'impôts. Puis plutôt que de démontrer que... parce que ça paraît beaucoup mieux au niveau d'un gouvernement de dire je baisse les impôts que de dire je vais augmenter oui, c'est sûr. Chaque fois qu'on baisse quelque chose qui touche... mais la tarification, là, ça... de commune des mortels, c'est sûr que là... Les impôts, là, il y en a 40 qui sont trop pauvres pour en payer. Donc, il y a 40 des payeurs d'impôts, des citoyens qui n'ont reçu 0 sous de réduction d'impôts. Mais par contre, l'électricité, tout le monde en consomme. Puis, donc, ça a été une mesure qui a touché tout le monde. J'ai de la difficulté avec ça, c'est que ça touche les plus démunis parce que sur une hausse de tarifs de Hydro-Québec, ce sont les gens qui sont les plus démunis qui vont payer le plus parce que ces personnes-là n'ont pas de revenus beaucoup, donc sont obligés d'aller rester peut-être dans des loyers moins isolés, etc. Et puis ça coûte plus cher. Voilà. Ce sont eux qui absorbent cette mauvaise décision-là qui est d'augmenter de façon irrationnelle le taux d'augmentation d'Hydro-Québec. Profit de 2,9 milliards en passant pour Hydro-Québec. Fait que moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. On fait des profits de 2,9 et puis c'est ça. Encore mais c'est la vache à lait du gouvernement. Ça, il faut le dire. C'est pas parce avec l'Auto-Québec et avec la SAC, ce sont des... Hydro-Québec se porte bien financièrement. Tout le monde, le Québec s'en portera que mieux. Ben oui, c'est sûr. Mais d'autre part, il ne faut pas se leurrer. Initialement, quand Hydro-Québec, quand on a fait les projets de grand barrage, ce sont tous les Québécois qui l'ont financé, ça. On n'a pas une scène du fédéral quand on a fait nos choses. Le fédéral, lui, était occupé à développer tout le volet l'uranium, tout le volet pétrolier et autres. Puis nous, au Québec, on a décidé que collectivement, c'est ce qu'on se payait. Une énergie propre, peu coûteuse, mais puis c'est encore ce que les Québécois veulent. Poursuivre dans ce volet-là d'une énergie qui Madame Moras, il y a tellement de choses à parler, mais il y a une chose que je veux absolument vous parler, puis le temps passe très, très, très vite. Il y a eu un sondage à la fin août dernier où environ 6 000 répondants ont donné leur opinion. La question, François Legault propose de mettre de côté la souveraineté. Et dans ce sondage-là, 73 se sont dit d'accord avec M. Legault, 27 se sont en désaccord. Votre opinion sur ça, Mme? Faudrait remettre dans le contexte. Ce que M. Legault a dit, c'était pas de mettre en veilleuse la souveraineté. Bien, c'est pas loin, en tout cas. Moi, j'étais là, à ce caucus-là, quand ça s'est dit. C'était plutôt de le remettre dans un contexte où on pourrait voir comment la souveraineté peut s'inscrire dans un projet de développement tant économique. Parce que la grande peur au niveau de pouvoir voir qu'est-ce que la souveraineté pourrait apporter au Québec, c'est de voir comment ça s'insère dans le Québec économique. On a de la difficulté à voir comment le fait de percevoir nos propres impôts, de décider de nos propres dépenses, comment cette chose-là peut-il être possible. Donc, il faudrait être plus concret. Madame Moras, est-ce qu'on n'en est pas rendu au Québec aujourd'hui à dire que les gens veulent que le Parti québécois soit un parti comme les autres, qui s'attaque non pas à la souveraineté, on ne veut rien savoir pour ça tout de suite, régler l'éducation, régler la santé, mettez de l'argent dans l'économie du Québec. Ça serait totalement utopique parce que la solution passe par la souveraineté du Québec. Notre problème à nous autres, c'est parce qu'on donne
on donne notre argent à quelqu'un d'autre qui décide pour nous. Oui. Si on faisait l'exercice de voir si, du jour au lendemain, le Québec devenait maître à bord et décidait de ses propres investissements et de sa propre perception d'impôts, comment les gens contribuent à l'économie du Québec. Là, oui, mais c'est ça, Mme Moresse, là. À toutes les fois que l'on parle, que ce soit avec M. Gendron, avec vous, bon, c'est sûr que vous avez une cause à défendre, et j'ai rien contre ça, là, absolument rien. Sauf que, à toutes les fois que l'on parle de ça, vous êtes là, oui, mais là, on paye des grosses sommes au fédéral. Oui, je suis d'accord, mais là, on pourrait récupérer nos impôts. Oui, mais seulement comment ça nous coûterait pour être souverain? Les ports nationaux. Combien ça nous coûte d'être dans une confédération qui se comporte comme une fédération? Initialement, le pacte de la confédération, c'était censé être des provinces qui contribuent à une certaine somme d'argent, une perception d'impôts, qui allait pour des services intra-provinciaux ou internationaux, comme la défense nationale, là, tout le volet militaire, ces choses-là. Mais là, présentement, on s'est enfoncé dans un gouvernement fédéral qui ne se comporte pas comme une confédération, mais qui se comporte comme une fédération. Là, c'est le fédéral qui décide de la perception, qui décide de combien il va chercher d'impôts dans chacune des provinces, pour ensuite, lui, décider. Il a le pouvoir de dépenser qui, initialement, il n'avait pas. Ne serait-ce qu'au niveau on pourrait discuter longuement. On pourrait en parler excessivement longtemps. On pourra faire 2 heures là-dessus encore. Mais parce que il reste 2 minutes seulement, mais j'ai 2 dossiers à vous parler sans faute. Le dossier de l'Arena BFKN au point de vue du provincial, c'est rendu où? C'est tout ça ce que je pense que c'est rendu. C'était une farce. Ça a été une saga là, où, au tout départ, juste avant les élections, on l'avait annoncé que c'était dans la poche au niveau du ministère de Loisirs et des Sports. Les élections se passent. Après ça, c'est drôle, on n'a plus d'argent au ministère de Loisirs et des Sports. Allez voir le ministère des Affaires municipales. On va voir les affaires municipales. Ben là, c'est bien beau projet, mais on n'a pas d'argent. Il faut attendre Chantier Canada. Chantier Canada les sommes ont été attribuées récemment, il y a 2 semaines. Donc là, on va voir si la promesse qui avait été faite de Jean Charest au maire de Rouyn-Noranda va tenir la route, parce que il y en a certains qui ont mis leur poste en jeu si ça ne se déroulait pas. Donc, monsieur le maire de Rouyn-Noranda. Voilà. Mais était-il nécessaire d'aller avec des gestes aussi compromettants là, ça devrait être fait depuis longtemps, parce que les citoyens de Rouyn-Noranda se sont vraiment investis. On était chercher dans la communauté les millions que ça prenait. La ville s'est investie, il manque juste le gouvernement, sans aucune raison. C'est tout le temps, parce que je voulais vous parler de vos nouvelles responsabilités dans le dossier mine, faune et parc. Ça sera pour un prochain rendez-vous. Ça sera pour un prochain rendez-vous. Madame Moresse, merci infiniment. Bonne session, puis on se reparlera sûrement dans les prochains mois. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs, et on se donne rendez-vous pour une autre émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.